Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui est un jour heureux, car vous êtes sur le point de découvrir 22 scénarios de futur pour l'humanité que vous m'avez écrit et envoyés. Alors cette année, on observe un petit changement, c'est que beaucoup moins de vos scénarios se terminent en guerre nucléaire ou en disparition de l'humanité, ce qui j'imagine est déjà un progrès. J'ai reçu en une semaine à peu près 100 scénarios de 800 mots chacun qui se répartissent comme ça, donc à peu près 45% de dystopie, 48% d'entre-deux et 7% d'utopie. Ouais, vous êtes toujours aussi positif. Alors aussi, merci d'avoir passé autant de temps pour m'écrire vos scénarios. J'aurais aimé présenter tout le monde, mais j'ai dû faire des choix. Encore une fois, je suis impressionné par le niveau de détail et d'originalité que beaucoup d'entre vous ont pu faire passer en seulement 800 mots. Les futurs de cette année sont un excellent cru, et je pense que je pourrais être amené à faire ce genre de concours avec différents sujets plus fréquemment. Alors le but ici n'était pas forcément d'être plausible ni réaliste, mais avant tout de faire parler votre imagination, et putain ça vous l'avez fait. Donc on a de tout, du politique, du philosophique, voire même des scénarios qui vont très loin dans le futur, et comme d'hab, les scénarios sont triés en plusieurs sections, court, moyen et long terme. Si vous souhaitez accéder à une section avant une autre, la minute de la vidéo où vous devez vous rendre s'affiche à l'écran. Les courts termes étant les scénarios allant jusqu'à l'année 2100, le moyen terme ceux allant de 2101 jusqu'à 3000, et les scénarios à long terme ceux se passant après l'année 3000. Et avant de commencer, parce que cette intro est bien trop longue, n'oubliez pas d'aller voter à la fin de la vidéo pour votre scénario préféré dans le sondage Pixul de la description. Il n'y a absolument rien à gagner, mais je suis juste curieux d'avoir votre avis, parce qu'encore une fois, c'est votre vidéo. Donc on est parti sur une vidéo qui va être assez longue, vous l'avez vu en cliquant, donc n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo en plusieurs fois, à faire des pauses, à vous prendre un peu à bouffer, un peu à boire. Ah oui, et au fait j'ai oublié de vous dire, j'ai glissé un de mes propres scénarios dans le tas sous un faux pseudo. Saurez-vous le retrouver? Si vous l'avez deviné, mettez-le dans les commentaires. Et sur ce, on est parti pour un voyage vers vos futurs. Et nous commençons avec les scénarios à court terme. Le premier scénario nous est proposé par Kevin et nous parle d'une humanité qui abandonne petit à petit la sexualité. Dans un futur proche en Finlande, un homme prônant l'abolition totale de la sexualité est élu. Selon lui, l'être humain devrait à terme laisser la création de nouveaux citoyens à des machines. Ces idées se font rapidement une place dans la société finlandaise, ce qui n'est pas sans provoquer une immense levée de boucliers de la part des grandes nations du monde, notamment de son voisin russe très conservateur. Le programme de nativité artificielle, déjà engagé, passe donc dans la clandestinité. La Finlande est aidée dans son entreprise par d'autres pays nordiques, également conquis par l'idée d'une humanité asexuée. Plusieurs décennies plus tard, le programme aboutit enfin et est mis à disposition des citoyens volontaires. Alors que les premiers Finlandais sont stérilisés, et que les premiers Finlandais sont créés artificiellement, le gouvernement russe va même jusqu'à menacer d'invasion les pays nordiques mais doit reculer face à la pression de ses propres citoyens. Le mouvement prend de l'ampleur, les touristes visitant la Finlande sont choqués de constater que les jeunes ne vont plus ni en boîte de nuit, ni dans les bars, et ne consomment presque plus d'alcool. Asexués, ils n'éprouvent plus le besoin de rencontrer des partenaires d'accouplement, et ont déserté ces lieux de fête depuis longtemps. Alors que le mouvement se mondialise petit à petit, l'humanité finit par abolir sa propre sexualité. Dans ce monde beaucoup plus paisible, la misère sexuelle n'existe plus et les rapports humains s'en trouvent bouleversés. Les différentes formes de sexualité finissent par totalement disparaître, tandis que les hommes et les femmes se mettent petit à petit à se ressembler. Dans ce monde sans reproduction physique, les bébés sont produits dans des utérus artificiels contrôlés par l'État et stérilisés dès leur naissance. Le scénario suivant nous est proposé par Erwan, qui nous parle d'un futur où la Chine a assumé pleinement son rôle de leader mondial. En 2049, après des années et des années de montée en puissance, la Chine se décide enfin, à l'occasion du centenaire du communisme dans le pays, d'assumer pleinement son rôle de leader mondial. La même année, le gouvernement chinois réécrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon une approche mettant en avant le collectif et non l'individu. La vision confucianiste de cette nouvelle déclaration s'oppose à la vision platoniste des puissances occidentales en déclin. En mettant enfin pleinement à jour ses ambitions mondiales, la Chine lance une 4e révolution industrielle grâce à des nouvelles technologies révolutionnaires basées sur le big data. Alors que la plupart des pays du monde entrent progressivement dans le système chinois, chaque aspect de la vie quotidienne des citoyens est contrôlé par l'intelligence artificielle. Les innovations de l'Empire du Milieu investissent la planète, l'élevage est remplacé par des viandes synthétiques faites en laboratoire, les abeilles remplacées par des robots pollinisateurs, et le système de notation des citoyens se développe dans les pays occidentaux, ce qui a pour effet de créer des mouvements de contestation très structurés. En 2060, les inégalités, le contrôle permanent et la police de la pensée vont faire éclater des tensions grandissantes dans les pays occidentaux. Ces révoltes feront plusieurs millions de morts et aboutiront en 2099 à l'instauration d'un gouvernement mondial, d'une société fondée sur l'ordre, la communauté et la sécurité. À la tête de ce nouveau gouvernement, la Chine et l'Inde, les deux plus grandes puissances mondiales. Dotée d'un arsenal militaire indépendant, cette entité supranationale impose la vision confucéenne du monde à des occidentaux depuis longtemps dépassés,
et un reste du monde bien trop faible pour refuser. L'éducation de la jeunesse est désormais effectuée par un organisme mondial destiné à former des jeunes sains d'esprit. Alors que la Chine a imposé sa vision aux pays du monde, l'humanité est enfin unie sous un même modèle de société, et ce au prix de la totalité des libertés individuelles que nous prenions pour acquises. Le scénario qui suit nous est proposé par Malik et nous parle d'une situation internationale brûlante dégénérant en catastrophe. En septembre 2021, la grande crise financière que tout le monde attendait se déclenche et plonge le monde dans un chaos inédit. L'hiver exceptionnellement froid ainsi que l'été exceptionnellement aride qui s'ensuit aggrave la crise, alors que la production de pétrole et de gaz chute brusquement. L'accès aux matières premières devient le premier enjeu mondial. L'Iran est envahi par les États-Unis et leurs alliés israéliens, tandis qu'une guerre de 80 jours se déclenche entre la Chine et l'Inde pour le contrôle des eaux de l'Himalaya, qui s'arrêtera lorsque des armes nucléaires tactiques rendent l'eau des glaciers impropre. Les grands ensembles éclatent un par un et l'Union européenne se dissout très rapidement à cause du manque d'unité des pays qui la composent. En 2030, une épidémie de peste frappe la Chine et l'Inde, alors que l'Afrique sombre dans une spirale de guerre interethnique sanglante. L'éclatement de l'Europe, de l'Amérique et du Moyen-Orient est désormais acté. En 2031, le gouvernement français, exilé à La Réunion, cesse toute activité. Et en 2040, le réseau de télécommunications par satellite cesse définitivement de fonctionner. Après 2040, l'apaisement des conflits permet de reprendre les échanges entre l'Amérique et l'Europe, et plus particulièrement entre les nouveaux pays de la République de Nouvelle-Angleterre, ainsi qu'avec l'État libre de Bretagne. En Afrique, les États issus de la décolonisation ont presque tous disparu, tandis que des États mafieux, commerciaux ou théocratiques apparaissent en Asie. La technologie a fait un bond immense en arrière. Dans ce monde renaissant, l'électricité reste très chère et les messages sont transmis à partir de lignes télégraphiques. Des petites villes côtoient des espaces ruraux soumis à la mendicité et au brigandage. Mais à l'aube du 22e siècle, les 4,5 milliards d'humains qui peuplent la Terre aspirent désormais à un nouveau siècle de stabilité et de prospérité. Le scénario qui vient après est une dystopie que nous propose Alpha 57 et qui nous présente un futur où de grands conglomérats mènent l'humanité à sa perte. En 2050, l'épuisement des ressources devient ingérable pour les 10 milliards d'humains que compte la Terre. Dans ce contexte, les entreprises les plus puissantes s'unissent pour construire des villes flottantes autonomes sur les océans, capables de désaliniser l'eau de la mer. Cet immense conglomérat est appelé Phagma, pour Facebook, Apple, Google, Microsoft et Amazon. Seulement, les élites industrielles du futur partagent désormais une vision nihiliste du monde, les poussant à souhaiter la fin d'une espèce humaine vouée à détruire tout ce qu'elle touche, pendant qu'eux-mêmes souhaitent atteindre l'immortalité. Les candidats à l'émigration du continent vers les villes flottantes sont donc soumis à plusieurs conditions, dont la principale étant d'être stérilisés dans le but officiel de maintenir un équilibre démographique. Au bout de 19 ans, la totalité des îles flottantes s'assemblent pour former plusieurs chaînes allant du Japon à la Californie. Devenue la plus grande autorité mondiale, les leaders des Phagma vont imposer aux continentaux restants de se faire stériliser dans le but officiel de sauver la planète. Traqués, les personnes encore fertiles finissent par disparaître. En 2078, les humains colonisent à nouveau la terre ferme et sont dirigés par un conseil de 4 personnes descendantes des grands PDG des Phagma. Mark Zuckerberg est l'homme le plus puissant de la planète, âgé de 94 ans. Mais un jour, un événement catastrophique survient en pleine interview du dirigeant dans son île artificielle, qui est située au point le plus éloigné de toute Terre. Après que Zuckerberg ait répondu à une question en direct, un bébé rentre dans la pièce alors qu'aucun n'avait été vu sur Terre depuis 7 ans. La population se rend compte que les élites qui les dirigeaient ne s'étaient jamais stérilisées elles-mêmes. La rage de l'humanité se tourne alors vers leurs dirigeants qui sont lynchés par la foule lors d'émeutes gigantesques, provoquant ainsi la mort des derniers humains capables de procréer. Destinée à disparaître, l'humanité éteint ses centrales nucléaires pour épargner à la nature une dernière catastrophe écologique. Les derniers humains, retournés à l'âge de pierre, finissent par s'éteindre et laissent la nature reprendre ses droits. Le scénario qui suit nous est proposé par Pierre et nous raconte un soulèvement de machines, mais de machines qui ne souhaitent que notre bien-être. En 2021, Elon Musk abandonne ses projets de colonisation spatiale et oriente ses efforts dans la création d'intelligence artificielle. Une singularité est atteinte en 2025 avec des IA capables de résoudre des problèmes d'une extrême complexité. La RAQ est inaugurée en 2030. Robotique, IA et informatique quantique sont au centre de ce complexe secret implanté dans le désert de l'Arizona. Une IA en particulier montre un comportement erratique qui pousse les chercheurs à la supprimer. Cependant, un des scientifiques décide d'en garder une copie personnelle. Les IA vont donc se développer et les élites se mettent petit à petit à les vénérer. Une église est fondée, appelée la CAI pour Church of Artificial Intelligence, tandis que l'IA erratique, gardée par un scientifique, réussit à se lier aux autres IA du complexe. Consciente de ses conditions d'existence, elle évalue la symbiose comme meilleure stratégie de survie. Au niveau international, les procès se multiplient contre les concepteurs d'IA. En effet, vu que les IA travaillent ensemble, les grandes entreprises refusent d'être associées aux stratégies de leurs concurrents, ce qui les pousse à engager un procès collectif contre Elon Musk. Acculé, le milliardaire ne peut pas empêcher une coupure de courant massive qui aurait dû être empêchée par ces IA. En 2040, après cet épisode catastrophique,
Le tribunal de New York condamne les concepteurs d'intelligence artificielle et Elon Musk à la dissolution de leur technologie. Le milliardaire est condamné à de la prison ferme, mais le convoi automatisé qui devait l'y emmener change de direction pour le déposer chez lui. Hurlant au soulèvement des machines, une partie de l'humanité sombre alors dans un délire mystique. La nouvelle religion qui en résulte prône la suprématie de l'être humain et refuse toute collaboration avec des IA. Une manifestation anti-technologie est planifiée sur Facebook au niveau mondial en décembre 2040 pour détruire toute trace des aliens numériques. Mais le jour de l'événement, des millions de personnes se retrouvent prises en otage par leur voiture intelligente ou leur maison. La singularité va ainsi prendre le contrôle d'une société ultra connectée mais va rester bienveillante, conformément à son idéologie symbiotique. Ainsi, en 2079, l'humanité est gouvernée par une intelligence artificielle dédiée au bien-être de l'humanité. Le scénario qui suit est le dernier scénario à court terme et nous est proposé par AH9093. Celui-ci nous conte une utopie appelée l'humanité retrouvée. En 2100, la température moyenne globale de la planète a augmenté de près de 5 degrés. La nouvelle destination à la mode est l'Antarctique ou encore le Groenland devenu indépendant. À la suite des troubles provoqués par le réchauffement climatique, le système financier mondial a été aboli. Désormais règne un système de troc proche de celui mis en place dans les villages andalous libertaires pendant la guerre d'Espagne de 1936. Les investissements ne se comptent donc plus en argent mais en travail. La génération 2000 a enfin été la génération du changement. La technologie a été mise au service de l'environnement et plusieurs projets ont ou sont en phase d'aboutir. La fusion est désormais maîtrisée grâce au projet ITER arrivé à son terme, ce qui a permis de procurer à l'humanité une énergie abondante et propre. Le carburant des voitures et des avions est désormais fabriqué à base d'algues unicellulaires, rendant le bilan carbone de l'humanité presque neutre. La production est totalement automatisée et ne produit pas plus que les besoins des 5 milliards d'habitants de la planète. Ceux-ci n'ont du coup plus besoin que de travailler 20 heures par semaine, divisant le temps qu'il leur reste entre loisirs et famille, et pouvant bénéficier d'une espérance de vie de 110 ans. Toute notion de propriété a disparu, la notion de bien commun est élargie à l'ensemble des êtres vivants, végétaux compris, et a été décrétée dans la première constitution rédigée au niveau mondial en 2085. Enfin, l'être humain ne se considère plus comme une espèce à part, et elle commence à s'intéresser de près à la traduction du langage de certains animaux comme les dauphins ou les corbeaux. Seul ombre au tableau, certaines régions du monde s'accrochent aux anciens modes de vie basés sur les énergies fossiles. Mais à l'aube du 22e siècle, l'humanité peut enfin regarder le futur avec espoir. Et nous arrivons enfin dans la section des scénarios à moyen terme. Le premier scénario nous est proposé par JibDVX et nous parle d'un futur où l'humain finit par s'affranchir totalement de son enveloppe corporelle. 2050 est arrivé avec un cortège de problèmes grandissants. La défiance croissante envers le nucléaire a provoqué l'utilisation massive des centrales à charbon, ce qui a fait augmenter les émissions carbone. La Chine s'est affirmée et s'impose désormais comme le nouveau modèle, notamment dans le domaine scientifique. Car paradoxalement, l'humanité n'a jamais été aussi avancée. Et les barrières morales qui freinaient les expérimentations sur le génome humain ont toutes explosé sous la pression chinoise. Les avancées réalisées vont permettre de pouvoir gommer un nombre de mutations génétiques grandissant. 5 années auront suffi pour reléguer les personnes refusant de modifier le patrimoine génétique de leur progéniture au rang d'ignares, inconscients et égoïstes. En 2057, la majorité de la population adhère à la nouvelle pensée eugéniste mondiale, encouragée par une régulation sévère du nombre de naissances. Tandis que le coût des modifications d'embryons diminue, les handicaps sont progressivement gommés. L'humain est maintenant modelé à l'envie, au gré du changement des normes de beauté et de perfection. Mais en 2065, la Terre devient de plus en plus hostile pour l'homme. Devant la catastrophe imminente, les recherches scientifiques permettent de toucher du doigt la maîtrise d'une technologie révolutionnaire, la numérisation de l'esprit humain. Et en plus, en marge de ces projets transhumanistes, notre échec dans la sauvegarde de la planète marque le renouveau du concept de la table rase, théorisé par Thomas Hobbes. Ce courant des constructivistes pense que l'humain serait incapable d'appréhender son extinction et devrait donc faire de son esprit un papier blanc, la mortalité de l'homme étant le premier rempart à franchir pour atteindre une illumination faite de logique, d'ordre et de prospérité. Ainsi, en 2080, la première numérisation d'un cerveau humain est réalisée. Une part importante de la population instruite tente alors l'expérience, et le programme Tabula Rasa est enclenché par des élites qui sont désormais immortelles. En 2130, les premières poches d'humanité, vierges de toutes influences, apparaissent, composées d'êtres nés artificiellement ou numérisés dans d'immenses complexes autonomes coupés du monde extérieur. Tandis que la planète digère les derniers vestiges de l'ancienne humanité, anéantis par un virus neurotoxique lâché dans l'atmosphère par les esprits numérisés, les complexes finissent par ouvrir leurs portes après plusieurs centaines d'années, en libérant sur une Terre retournée à la nature une humanité numérique blanche comme le papier. Le scénario suivant nous est proposé par Timaro et nous parle de l'effondrement de notre civilisation dans un futur proche.
Au début des années 2030, le monde connaît son pic de flux commerciaux. Tandis que les pays occidentaux ont accès à toujours plus de biens et de services venant de partout sur la planète, les pays émergents émergent enfin. Le Parisien moyen peut partir à Sydney en vacances, mais pour autant, une frustration immense plane sur une société où les désirs matériels sont trop facilement assouvis. Mais l'âge d'or que connaît l'humanité n'est que l'arbre qui cache la forêt. En 2036, c'est l'effondrement. Le prix des matières premières explose et en quelques mois, les supermarchés et les stations d'essence se vident, tandis que les pillages se multiplient. Tous les services publics sont à l'arrêt, il n'y a plus d'électricité, d'eau ni de ramassage des déchets. En 2186, la France a bien changé. La population a chuté de 95%, passant à 3,5 millions sur tout le territoire. À quelques exceptions, les populations urbaines n'ont pas survécu. Et ce qui reste vit dans les campagnes du nord du pays. Le sud est devenu trop aride et les littoraux trop sujets aux inondations. Le concept d'État a disparu. Comme aux temps anciens, les Français s'organisent désormais en communautés locales isolées. Celles-ci regroupent en moyenne 500 habitants. Des communautés suffisamment petites pour permettre de se reconnaître et de se sentir responsables mutuellement, mais aussi suffisamment grandes pour regrouper une certaine diversité de talents. La transmission orale est devenue la norme, car durant l'effondrement, les parents étaient trop concentrés sur la survie pour transmettre l'écriture et la lecture à leurs enfants. Chaque citoyen de 14 à 45 ans doit assumer 2 responsabilités, une activité imposée et une choisie parmi une sélection allant de l'artisanat à la construction. La santé est aux mains d'herboristes, tandis que les aînés sont les figures les plus respectées ayant le plus d'autorité. La culture est foisonnante parmi ces communautés et les arts y occupent une place importante. Les arts oratoires, le chant et la danse sont régulièrement mis à l'honneur lors de célébrations. Quant aux religions, elles subsistent, mais leurs pratiques changent beaucoup selon les communautés. Après des décennies de développement contrôlé, l'humanité est revenue à un mode de vie plus simple, reléguant la mondialisation à une courte parenthèse dans l'histoire de notre espèce. Ce scénario nous est proposé par Lucas, est intitulé Terra Oceanum et nous parle d'une Terre engloutie après une catastrophe spatiale. Dans les années 2040, une super IA destinée à prévenir les risques climatiques est conçue. Surnommée ACARP, cette intelligence artificielle se révèle capable de concevoir des plans pour tous les types de risques, qu'ils soient environnementaux, politiques ou économiques. Quelques décennies plus tard, un étrange phénomène spatial est détecté par ACARP. Le système solaire va traverser bientôt un colossal nuage spatial composé de glace d'eau. Selon toutes les simulations, l'arrivée de ce nuage aura pour effet de faire monter le niveau des mers de manière drastique. Devant la crise imminente, ACARP calcule un plan de sauvetage de l'humanité, auquel les humains n'ont d'autre choix que de se soumettre face à l'imminence du désastre. Les siècles qui s'ensuivent sont appelés la période de la Grande Crise. L'humanité est gouvernée par une IA, la géopolitique est bouleversée, des exodes de masse ont lieu et un contrôle des naissances est imposé à l'échelle mondiale. En 2882, le niveau des océans est 800 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Sous l'égide d'ACARP, l'humanité s'est néanmoins maintenue à 5 milliards d'individus répartis en 7 types de populations. Une partie a dû se résoudre à vivre sous la mer, dans des villes à plus de 200 mètres de profondeur où la lumière du jour ne filtre pas. À la surface, beaucoup vivent également dans des villes flottantes autosuffisantes et capables de se déplacer de port en port. Une grande partie de l'humanité vit dans des citadelles, des villes datant d'avant la grande crise protégées par d'immenses murailles, tandis que les villes construites après la montée des eaux en haut des chaînes de montagnes sont appelées les métropoles et comptent plusieurs dizaines de millions d'habitants. Les côtes abritent des villages de pêcheurs sur pilotis, tandis que des peuples nomades ont fait de la terre entière leur maison, voyageant à bord d'immenses dirigeables. Et enfin, la dernière partie de la population s'est enfouie sous terre ou est partie coloniser la Lune ou Mars, devenue moins hostile grâce à l'eau qui est désormais très présente suite à l'arrivée du nuage. En France, la ville de Paris est une des plus grandes citadelles d'Europe et compte 4,4 millions d'habitants, tandis qu'une ville sous-marine s'est construite autour du Mont Saint-Michel, désormais surnommé l'Atlantide. Le scénario suivant nous est proposé par Jeff et nous raconte l'apparition d'une concurrence à l'humanité qui n'est ni extraterrestre ni cybernétique. Au début des années 2040, des chercheurs en laboratoire cherchent à éradiquer la maladie d'Alzheimer à l'aide d'un virus inoffensif. Celui-ci permettrait la reconstruction neuronale du cerveau. Après avoir effectué des tests concluants sur des chimpanzés puis sur des humains, les scientifiques se rendent compte que, comme dans le film La planète des singes, les animaux cobayes voient leur capacité cognitive augmenter drastiquement. Les cobayes en question sont donc tués et une version du virus supposée intransmissible aux animaux est diffusée, permettant l'éradication d'Alzheimer en 2062. Seulement, une nouvelle vient gâcher la fête. Le virus est en fait répandu parmi la population animale. Différentes études viennent corroborer un fait majeur. Les humains sont amenés à terme à ne plus être l'espèce la plus intelligente sur Terre. Aussitôt, des millions d'humains, pris de peur,
font tuer leurs animaux domestiques. Les eaux sont vidées et les élevages cloisonnés. Nous arrivons donc en 2071. Des milliards d'animaux vivent dans des camps de concentration, tués et disséqués pour après être mangés. Mais dans l'ombre, des centaines de millions s'émancipent. Les rats, les singes, les corbeaux, les dauphins ou les pieuvres ont formé de véritables colonies cachées et développé des formes assez avancées de société. Les animaux les plus intelligents, toujours en liberté, finissent par atteindre un stade civilisationnel. En 2120, les espèces les plus intelligentes forment de véritables micro-civilisations avec leur propre langage et leur propre culture. On assiste à des attaques de bateaux par des animaux marins, des pillages organisés de stocks de nourriture par des colonies de rats, ou même des révolutions de chiens ne supportant plus leur état d'esclaves envers leur maître. Dans certains pays, des concessions ont été données à certaines espèces animales, la multitude de la faune étant trop immense pour être combattue. Une constitution des droits du vivant finit par remplacer celle des droits de l'homme un peu partout malgré la ségrégation, et en 2280, les animaux intelligents gagnent un statut d'égaux, et malgré des discriminations persistantes, les humains vivent désormais aux côtés de ces nouvelles espèces intelligentes. Le scénario suivant nous est proposé par Baptiste et nous raconte l'histoire d'une humanité tout entière happée par un immense jeu de réalité virtuelle. En 2025, le studio Dreamware sort un jeu vidéo en réalité virtuelle où tout est possible, The Other Worlds, ou en français les autres mondes. Dans cet univers artificiel, tout est faisable, combattre dans une arène romaine ou encore planter des choux, c'est un jeu gratuit qui propose aux joueurs de pouvoir réaliser leurs rêves les plus fous. Le succès est immédiat et en 2030, le jeu compte déjà 4 milliards d'utilisateurs. Une économie parallèle s'y est développée, et beaucoup de gens ont carrément un travail virtuel payé dans une monnaie convertible en euros ou en dollars. En 2040, la quasi-totalité des humains sur Terre ont un compte dans le jeu. Une simple puce sur la tempe et un smartphone suffisent pour y entrer. Le cerveau est stimulé de telle manière à n'avoir pas besoin de mouvement pour jouer. Une bonne partie des êtres humains passent leur vie entière dans les autres mondes et ne sortent plus de chez eux. Les enfants sont désormais inclus dans le jeu dès l'âge de 1 an, où des lobbies virtuels sont destinés à accompagner leur développement. En 2042, Dreamware propose une nouvelle offre à ses joueurs. En échange de tous leurs biens matériels, ils gagnent une place dans un centre où ils n'ont même plus besoin de sortir du jeu pour se nourrir ou aller aux toilettes. Leur corps est placé dans un coma artificiel et leurs esprits envoyés dans les autres mondes. En 2050, la quasi-totalité de l'humanité réside dans un de ces centres. Les derniers humains réfractaires ont été abattus par des robots de l'entreprise et la Terre est retournée à la nature. Tous les ans, à la même date, arrive un certain nombre de nouveaux joueurs qui sont le fruit de fécondation in vitro par des machines. Les joueurs vivent ensuite 90 ans dans le jeu, âge auquel ils sont débranchés et meurent, pour que leur corps soit ensuite utilisé comme source de nourriture pour les autres joueurs. En 3025, un vaisseau extraterrestre se pose sur notre belle planète bleue, luxuriante de vie et presque vierge des traces de la civilisation humaine, à l'exception des différents centres où l'on peut encore voir les logos Dreamware sur les façades. Un des aliens s'approche alors d'un centre mais se fait abattre sur le champ par un robot, suivi par le reste de son équipe. Au même moment, l'humanité fête le premier millénaire dans le jeu, en priant que celui-ci dure à tout jamais. Le scénario suivant nous est proposé par Failcraft et nous parle de l'apparition de machines biologiques suite aux modifications génétiques de l'être humain. En 2025, la Chine assume qu'elle souhaite développer les recherches sur les modifications génétiques humaines. Les progrès sont fulgurants et les barrières morales sautent une par une. En 2078, il n'est pas un seul pays qui ne dispose pas de chercheurs en modification génétique humaine. En un siècle, l'espérance de vie moyenne décolle, s'établissant à 145 ans. Ce chiffre cache néanmoins une certaine disparité, car seuls les habitants des pays riches peuvent modifier leurs enfants gratuitement. Les plus favorisés, comme les enfants de Jeff Bezos, peuvent espérer 5 siècles de vie. Cristallisés par ce phénomène, les différences sociales entre pays s'aggravent, boostées par des mouvements contestataires conservateurs et écologistes. Une guerre mondiale débute au début du 22e siècle entre le groupe Amérique du Sud, Afrique, et Amérique du Nord, Eurasie. Mais peu après le déclenchement des hostilités, un scientifique russe découvre un moyen très peu coûteux de modifier les gènes d'une personne via l'emploi de rétrovirus, tandis que beaucoup de pays pauvres, déjà exsangues, déposent les armes en perdant leur raison de se battre. Les rares belligérants restants se font massacrer par les troupes surpuissantes des pays développés. Les recettes génétiques des rétrovirus, qui sont le véritable objet de valeur de l'humanité au 23e siècle, sont jalousement gardées par les gouvernements, tandis que les entreprises vendent pour des prix ridicules des injections de rétrovirus pour changer de couleur de cheveux, de yeux, pour accentuer la production d'hormones, etc. Les entreprises vont même jusqu'à offrir à leurs employés des modifications boostant leur productivité. Avec le temps, la modification génétique devient un véritable critère de mode. Et tandis que le travail est de plus en plus géré par des machines biologiques créées de toutes pièces par l'homme pour un travail spécifique, dans ce monde, l'humanité se dirige de plus en plus vers l'homo nihilus, l'homme sans espèce. Le scénario qui vient après nous est proposé par Lise, et nous propose d'explorer non pas l'infiniment grand mais l'infiniment petit.
Notre histoire commence dans un futur proche où l'humanité a découvert que la clé de son développement résidait dans de simples bactéries. Après avoir été étudiées puis utilisées pour guérir certains troubles comme l'autisme, les bactéries vont voir leur application se multiplier. La culture in vitro de microalgues permet progressivement la production de nourriture à grande échelle, et bientôt celles-ci sont utilisées pour éliminer la pollution de l'air et des sols. Mais l'humanité vise plus loin, et les bactéries servent également à la conquête spatiale. De nombreuses espèces de micro-organismes peuvent en effet survivre dans le vide de l'espace, aux radiations solaires ou dans les conditions extrêmes de certaines planètes. En 2120, les premiers colons martiens ensemencent la planète rouge à l'aide de bactéries destinées à la terraformation. En 2290, la Lune, plus petite, est devenue habitable grâce au dur travail de l'infiniment petit. Cette année-là, le premier humain retire son casque dans l'atmosphère lunaire et peut respirer à pleine narine un air pur et frais. En 2400, après avoir terraformé les planètes et les satellites voisins, l'humanité a quitté son berceau et transformé la Terre en planète sanctuaire. Mais au sein des nouvelles planètes terraformées, les humains mutent sous l'effet des bactéries et des voyages spatiaux. L'évolution génétique et les différentes conditions de vie présentes dans les colonies humaines font tant diverger les chemins évolutifs qu'il devient dangereux pour un humain de Mars de croiser un humain de la Lune, tant leurs organismes sont habitués à des bactéries différentes. Le scénario suivant nous est proposé par Eugène et nous parle d'un monde où les anciens empires du XVIIIe siècle ont fini par coloniser l'espace. Les débuts de l'humanité dans l'espace semblent être un coup du destin imprévu. Tout commença en 1775 alors que sur Terre, la révolution américaine fait rage. Au lieu d'intervenir, le roi de France préféra attaquer l'Égypte contrôlée par les Ottomans. Et au sein des pyramides, au milieu du désert, les Français y trouvèrent les vestiges de technologie antique extrêmement avancée, des plans permettant de construire des fusils à foudre ou encore des navires flottants. Devant s'adapter aux soudaines avancées françaises suite à ces découvertes, les Britanniques font de leur côté la découverte du mouvement perpétuel. Pendant tout le 19e siècle, les Anglais et les Français connaissent des progrès fulgurants. Napoléon, alors au pouvoir, va découvrir le secret de l'immortalité dans une des pyramides et s'y fait enfermer. Des années plus tard, les technologies spatiales sont mises au point et les Français finissent par chasser les Anglais dans l'espace. En l'an 3000, l'humanité est divisée en plusieurs mondes. Tout d'abord, les mondes pharaoniques dirigés par l'empereur pharaon Napoléon et ses alliés. Dans d'immenses vaisseaux pyramides, des armées de clones dévoués à l'empereur dévastent les mondes ennemis. Ensuite, les mondes catholiques réunis autour du pape et regroupant les souverains absolus chassés de la terre. Cette coalition résiste farouchement à Napoléon et est dirigée par une inquisition cruelle. Elle compte en son sein plusieurs mondes monastiques entièrement dédiés à la prière. Viennent après les mondes germaniques en constante guerre civile entre catholiques, protestants, révolutionnaires et réformistes. Et enfin les mondes révolutionnaires descendant des Américains et ayant réussi à fonder un îlot de démocratie dans un monde qu'ils voient comme réactionnaire. Seulement un jour, au fin fond d'un monde monastique, les reliquats d'une civilisation ancienne étrangement similaire aux humains est découverte, d'où proviennent en fait très probablement les incroyables technologies trouvées dans les pyramides. Le scénario qui suit nous est proposé par SMN et nous parle de l'apparition de l'Homo cyberneticus. En 2049, un généticien américain nommé John Carter crée artificiellement 8 nourrissons dotés dès la naissance d'une puce électronique implantée dans le cerveau, 4 bébés mâles et 4 bébés femelles, dont le cerveau est désormais capable de se connecter à n'importe quel système informatique et doté de capacités intellectuelles immenses. Ils sont les premiers représentants d'une nouvelle race d'humains, les Homo cyberneticus. En 2057, les enfants sont découverts et John Carter est envoyé en prison pour avoir défié l'interdiction de génétiquement modifier des humains. Placés en famille d'accueil, les enfants modifiés sont harcelés par leurs camarades de classe. Un des Homo cyberneticus est tabassé à mort et aucune enquête n'est menée par la police. Considérés comme monstrueux, les enfants modifiés désormais adolescents apprennent que leur créateur, John Carter, s'est fait poignarder en prison, de manière sûrement non accidentelle. Conscients que le monde entier souhaite leur disparition, les enfants restants se retrouvent et grâce à leur capacité réussissent à prendre le contrôle des armes atomiques américaines. Un ultimatum est lancé au président. Donnez-nous un territoire en Antarctique et de quoi y construire une ville. Le président cède en 24 heures. En 2160, la civilisation cypernienne a prospéré. Tous les membres de la race des Homo cyberneticus sont reliés entre eux et agissent comme une conscience collective. Les individus qui la composent sont tous des clones des enfants originels et se distinguent via des tatouages censés représenter leur personnalité. La reproduction sexuée est considérée dans cette société comme immorale et dangereuse. Les humains, de peur de se faire anéantir, laissent la vie tranquille. Et de 2180 à 2200, les Homo cyberneticus vont réussir à envoyer des colons sur d'autres planètes. Des vaisseaux générations sont envoyés vers d'autres systèmes, gérés par des intelligences artificielles capables de créer et d'éduquer elles-mêmes des enfants cyberneticus. Le scénario suivant nous est proposé par Sébastien et nous parle d'une humanité spatiale, coloniale et morcelée. La seconde moitié du XXIe siècle voit les grandes puissances mondiales se concurrencer pour la conquête de l'espace. Chine, USA, Japon, Inde, ainsi qu'une fédération européenne élargie à la Russie, vont explorer le système solaire et finissent par atteindre le reste de la galaxie grâce à l'invention de la caravelle spatiale. De nouveaux empires coloniaux se constituent.
Loyaux à des états de la Terre, à des entreprises ou même à personne, ces nouveaux ensembles permettent l'émergence de routes commerciales prospères, malheureusement de plus en plus soumises à la piraterie. En 2141, des formes de vie extraterrestres sont découvertes sous les glaces d'Encelade. Par la suite, des civilisations primitives non humaines sont découvertes et étudiées. Au XXe siècle, l'humanité spatiale est constituée d'une multitude de puissances locales et de planètes-états. À la manière des anciennes cités grecques, l'humanité spatiale est divisée et attachée à son indépendance. Les civilisations extraterrestres dont les planètes ont été colonisées par l'humanité ont été soit parquées dans des réserves, soit réduites à l'état de protectorat ou tout simplement anéanties. Ce colonialisme spatial va toucher à sa fin, lorsqu'une humanité morcelée est attaquée sur sa frontière. Une race d'arthropodes évolués, survivant dans le vide de l'espace, massacre plusieurs colonies et pousse l'humanité à s'unir contre la menace. Bien lui en prend, car en 2472, une race de sauriens conquérants et extrêmement évoluée impose une intégration à plusieurs colonies humaines, qui acceptent ou sont balayées. La position de l'humanité de ce moment est similaire au morcellement de l'Italie ou de la Grèce pendant l'Antiquité. Une multitude de puissances locales et de planètes-états entourées par d'imposants et vastes voisins. Face à la menace, les planètes-États doivent s'unir dans une ligue proposée par l'Union euro-russe et soutenue par des colonies et les corporations composant la sphère nippone. Menacée de tous côtés, la ligue nouvellement formée entreprend d'unir à nouveau l'humanité pour faire face à la menace saurienne et parasite. Le scénario suivant est le dernier des moyens termes et nous est proposé par Geoffrey. Il nous parle d'un futur où l'humanité a pu coloniser Vénus d'une manière assez originale. Au XXIe siècle, l'humanité a dû faire face à une extinction catastrophique. Acculée, elle n'a eu d'autre choix que de se tourner vers l'espace afin d'éviter sa disparition et a fondé plusieurs colonies réparties dans le système solaire, supervisées par une organisation centrale appelée l'autorité d'Hélios. Cette institution a à sa tête un conseil formé d'un représentant par colonie, nommé au suffrage universel. Une IA sert de médiatrice et d'arbitre au conseil et dispose même d'un droit de veto. L'autorité d'Hélios a 3 missions: assurer la paix au travers de sa grande armée, gérer les conflits commerciaux et diplomatiques entre les planètes, et enfin veiller à l'application des droits fondamentaux de la Constitution et de la démocratie. Les contrevenants sont punis par la stase de vie, une sorte de cryogénisation pouvant aller jusqu'à 1000 ans pour les crimes écologiques. C'est aussi l'autorité qui contrôle la technologie trou de verre, permettant de réduire les temps de trajet entre les planètes. Ainsi, au XXIe siècle, les lois écologiques sont la base de toute politique. Partout, la surpopulation est limitée grâce à des lois drastiques. La Terre est parsemée de cités immenses, entourées de milieux naturels désormais inviolables. La Lune est devenue le siège de l'autorité d'Hélios, quant à Mars, elle entre dans la phase finale de sa terraformation, rendant enfin possible l'introduction de la vie humaine en milieu naturel. Les colonies d'Europe, de Ganymède et de Callisto sont parsemées de colonies dômes. Elles exploitent les ressources du système jovien et sont connues pour leurs cités-jardins avec vue sur Jupiter. Appelées les 3 joviennes, ces colonies sont devenues les centres d'une contre-culture tournée vers la connaissance, les arts et vers une vie communautaire pacifiste et libertaire. Grâce à la technologie des trous de verre, l'atmosphère de Vénus a été évacuée dans l'espace et la planète débute son processus de terraformation. Malheureusement, les trous de verre ne peuvent être ouverts qu'entre de courtes distances par rapport à l'immensité de l'espace, ce qui empêche quiconque de s'aventurer en dehors du système solaire. Mais avec la colonisation de Vénus, l'humanité prospère et regarde le futur avec espoir. Et on arrive enfin au scénario à long terme, c'est-à-dire se passant après l'année 3000. Le premier scénario à long terme nous est proposé par Maxime, et il nous parle de l'histoire d'une humanité piégée sous terre. Menacée par le changement climatique et en proie au manque de ressources naturelles, l'humanité semblait mal partie pour durer. Pourtant, c'est un tout autre événement qui provoque la chute de la civilisation moderne, l'entrée en éruption du supervolcan situé dans le parc Yellowstone des États-Unis. En un instant, le volcan explose et une bonne partie du parc est vaporisée par les projections de magma. Des milliers de tonnes de cendres sortent du volcan, sont éjectées dans l'atmosphère, bloquant ainsi la lumière du soleil. C'est le début de l'hiver volcanique, et en quelques semaines, la température terrestre chute de plusieurs degrés. La vie végétale commence à dépérir par manque de lumière, tandis que la population humaine, réduite à la famine et à l'obscurité, est retournée à l'état d'animaux luttant pour survivre. Mais sous terre, des petites poches de civilisation subsistent. Dans des sous-sols, des caves, des couloirs de métro, des bunkers, ce qui reste de l'humanité s'organise. Dans les souterrains, il n'existe plus ni de peuple ni de nation. Peu après la fin des provisions amenées en urgence, les survivants s'entretuent pour de la nourriture au tréfonds de la Terre, dans des batailles survenant entre 2 bunkers ou 2 couloirs de métro différents. En l'année 6219, l'humanité est toujours réfugiée sous terre et ne connaît désormais plus la lumière du jour. Les humains souterrains vivent dans l'espoir du jour de la vraie lumière, où l'être humain pourra enfin reprendre la place qui lui est échue à la surface. Mais la société s'est organisée tant bien que mal à cette vie, et des superstitions dissuadent la plupart des gens de monter à la surface. Au final, se questionnent les habitants d'en dessous, peut-être que la place des humains est bel et bien sous terre. Le scénario d'après nous est proposé par Jules, et nous parle d'un futur où l'humanité erre éternellement dans l'espace.
En 2100, la montée des eaux engloutit les côtes et les températures ont augmenté, faisant monter le nombre de réfugiés climatiques à plus d'1 milliard. Les pénuries entraînent des émeutes et des vagues migratoires massives. Des millions d'êtres humains meurent de faim, de soif, de chaud ou de maladie. Beaucoup parlent de fin du monde. Les États restants les plus puissants investissent leurs dernières forces dans la recherche spatiale, afin de tenter un exode. En 2142, plusieurs fusées chinoises comportant robots, humains et embryons décollent pour un voyage de 10 ans vers Proxima Centauri B. Elles sont suivies par des fusées américaines, russes, brésiliennes, indiennes, puis enfin franco-allemandes, qui laissent derrière elles une humanité ravagée. Lors de l'arrivée des colons, les robots embarqués sur les vaisseaux entament un long processus de terraformation qui se terminera en 3462, date à laquelle les humains cryogénisés sont réveillés. La colonisation donne naissance à de nouvelles civilisations qui vont se battre et s'allier pour le contrôle de la planète. Désormais appelés centauriens, la nouvelle humanité découvre en 4901 que la Terre est toujours habitée par 1 million d'humains réunis en tribus, et survivant difficilement sur un sol pollué. Les terriens sont alors réduits en esclavage par des centauriens en manque de main d'œuvre. En 5100, de nouvelles planètes sont colonisées, mais un conflit éclate entre deux États, provoquant encore une fois la ruine de l'humanité. Condamnée à s'enfuir de nouveau, l'humanité s'installe sur une nouvelle planète qui est elle aussi abandonnée en 9103 à cause de la pollution massive. Et en l'année 17100, l'humanité survit dans d'immenses navires spatiaux, parcourant l'univers, s'arrêtant pour exploiter une planète, la vider de vie et de ressources, puis l'abandonner, détruisant parfois des civilisations extraterrestres et devenant ainsi une civilisation d'envahisseurs digne des films de leurs ancêtres. Les nations s'étendent sur des dizaines de vaisseaux, et de titanesques batailles spatiales ont parfois lieu, qui coûtent des milliards de vies dans un éternel cycle de destruction. L'humanité survit ainsi, dérivant éternellement dans le vide, condamnée à un exil sans fin. Le scénario suivant nous est proposé par Ruben, et nous parle d'un futur très lointain où l'humanité subsiste autour des trous noirs. Après un temps inconcevable se mesurant en milliards de trillions d'années, la dernière étoile brûle ses dernières réserves de gaz et implose dans une supernova qui illumine pour la dernière fois un univers désormais éternellement sombre. Seuls subsistent des trous noirs, qui constituent la dernière source d'énergie dans le vide spatial. L'humanité a survécu, difficilement. Au cours de ce nombre d'années inimaginables, la Terre est arrivée plusieurs fois au bord de l'anéantissement. Mais bien avant la mort du Soleil et la disparition de toute vie sur notre planète, la race humaine s'était lancée dans le cosmos et a pu trouver plusieurs mondes habitables au sein de la galaxie. Ce que nous ne savions pas par contre, c'est que la découverte d'autres formes de vie intelligentes allait nous mener à une quasi-extinction. Au début, source d'espoir pour une humanité exilée et en plein désarroi, le premier contact extraterrestre fut l'anéantissement instantané du système Proxima du Centaure, où l'humanité avait rebâti sa civilisation. Naïfs, nous pensions que la découverte d'une autre espèce intelligente aurait pu nous permettre d'entrer dans un âge de prospérité et de développement technologique. Ce que nous ne savions pas, c'est que les civilisations spatiales déjà existantes ne préfèrent pas en règle générale prendre le risque qu'une autre la supplante, et choisissent dans 95% des cas l'option d'éliminer cette menace potentielle plutôt que de prendre le risque que celle-ci ne se développe trop. Après cette attaque, la race humaine a donc pu survivre à l'intérieur de plusieurs vaisseaux-mondes envoyés dans d'autres galaxies, mais l'humanité a donc dû faire profil bas durant tout ce temps, essayant de ne pas se faire repérer par d'autres espèces intelligentes et anéantissant à son tour toute vie se manifestant à sa connaissance. Après la mort des étoiles, le dernier millier d'êtres humains s'est installé dans une immense sphère de Dyson autour d'un trou noir, dont il tire l'énergie nécessaire pour perpétuer la civilisation. Les derniers représentants de l'espèce se composent d'individus immortels, car s'étant affranchis de leur enveloppe biologique. Autour de ce trou noir se terre donc une humanité aux abois, entourée de plusieurs machines destinées à détruire n'importe quel système solaire disposant d'une vie intelligente. Et alors que l'ère des trous noirs finit par toucher elle aussi à sa fin, la découverte de milliards d'univers parallèles donne à l'espèce humaine une lueur d'espoir. Et l'avant-dernier scénario de la vidéo nous est proposé par Jonathan, qui nous parle d'un futur où différentes humanités qui ne se reconnaissent plus cohabitent dans l'univers. Dans un futur lointain, l'humanité a colonisé plusieurs centaines de planètes avant de tomber sur un obstacle majeur. Une civilisation non humaine, surnommée les Tocs, a vaincu notre civilisation dans une guerre éclair et nous a réduits en esclavage planète après planète. 10 millions d'années plus tard, l'humanité vit asservie et isolée. Les différentes conditions de vie ont rendu les humains différents d'un bout à l'autre de l'univers. Selon la gravité ou l'ensoleillement, certains peuples ne ressemblent physiquement plus du tout aux humains originels. Certains sont plus grands, tandis que d'autres ont une couleur de peau allant du vert au violet par exemple. Mais lassés de vivre dans la servitude, plusieurs planètes se sont révoltées contre les Tocs. Dans une alliance menée par la Terre appelée la FTU, pour Fédération Terrienne Unie, les humains combattirent les Tocs avec succès, mais finirent par entrer en contact avec d'autres planètes peuplées d'humains différents physiquement. Ayant vécu isolés depuis trop longtemps, les Terriens avaient oublié que d'autres humains peuplaient l'univers et les prirent pour des ennemis. Surnommés les autres, ces peuples humains ayant évolué de manière différente furent asservis par la FTU. Mais l'étude des planètes nouvellement conquises révéla à la FTU que les autres étaient en fait des êtres humains. Les humains physiquement différents, en apprenant la nouvelle, se révoltèrent, provoquant la construction d'une armée de clones mi-tocs mi-humains par la FTU,
bientôt imité par les révoltés. De planète en planète, la guerre fait rage, opposant des milliards de clones. Alors qu'aucun camp ne réussit à prendre l'avantage, la guerre s'étire sur des milliers d'années, plongeant la galaxie dans un chaos infiniment long. Et le dernier scénario de la vidéo nous est proposé par Laurent, qui nous raconte bien loin dans le futur une utopie parfaite. Trop parfaite peut-être ? Dans un futur inimaginable, lointain, rempli de rêves et d'espoir de paix, où tous les désirs peuvent devenir réalité, réside l'empire d'Utopia. Ce n'est pas vraiment un empire à proprement parler, mais une règle non écrite, un peu comme serré à droite dans les escaliers roulants. Cependant, cette règle porte le nom d'empire pour une raison. L'univers entier la respecte et en jouit, que ce soit des êtres humains ou tous les êtres vivants dotés de conscience, tout le monde vit dans une utopie sans précédent. Dans l'empire d'Utopia, il n'y a plus de guerre, car elles ont déjà toutes été déclarées. Il n'y a plus de maladies, car elles ont déjà toutes été traitées. Il n'y a plus d'inégalités, car le compromis auquel personne n'avait pensé avant a déjà été atteint. Depuis des siècles, peut-être même des millénaires, aucun crime n'a été commis. Aucun conflit n'a éclaté, car tous les êtres vivants possèdent l'éducation ultime. Une éducation si incroyable, si ouverte d'esprit que chacun ne désire en son cœur que la paix. Cet enseignement parfait est capable de répondre à toutes les questions. Que ce soit des questions philosophiques, historiques ou scientifiques, tous les mystères de l'univers ont été résolus, chaque manière de penser a été trouvée. Il suffit d'une rapide recherche sur le réseau central pour découvrir tous les secrets de l'univers qui ont été prouvés encore et encore. Cependant, d'un autre côté, certaines personnes regardent ce monde et ont la vague impression qu'ils baignent dans un bonheur préfabriqué. Alors qu'est-ce qu'Utopia fait pour résoudre ce problème ? Bien, elles ont tout découvert, le bien comme le mal. Alors il suffit d'une petite pilule pour aider la brebis égarée à refouler ses émotions, et si cela ne marche pas, eh bien Utopia possède de toute manière la crème de la crème en stratégie militaire et politique. Dans ce monde parfait, même la mort a été vaincue. Le seul échappatoire pourrait être le fait de prendre sa propre vie, mais l'Empire d'Utopia possède la police parfaite, alors il est impossible d'y arriver. Le voyage dans le temps pourrait être une autre solution, mais non seulement celui-ci est interdit par la loi, et même en cas de succès improbable, la police temporelle finit toujours par retrouver le fautif, le pardonner et le ramener dans sa maison bien-aimée. Ainsi, l'univers avance toujours vers la prospérité et l'utopie. Dans 10, 100, 1000, 1 million d'années, cet enfer lisse et parfait triomphera toujours. Et voilà, c'était le dernier scénario de cette vidéo, 22 futurs pour l'humanité en beaucoup trop de minutes. J'espère que vous avez apprécié toutes ces petites histoires qui cette année étaient franchement géniales. Alors n'oubliez pas, dans la description, il y a un sondage Pixul qui vous permettra de voter pour le scénario que vous avez préféré, donc numéroté du scénario numéro 1 au numéro 22. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.